à un mieux-être. C'est vers tout cela que nous dirige la vision du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. La vision d'un Sénégal de tous, d'un Sénégal pour tous, porté par le plan Sénégal émergent. C'est d'abord un Sénégal sans exclusion, où tous les citoyens bénéficient des mêmes chances et des mêmes opportunités pour réaliser leur potentiel et prendre en main leur destin. C'est aussi un Sénégal avec un État qui rassure le citoyen en lui assurant une gouvernance vertueuse et un partage équitable des ressources. Un État qui associe le citoyen à ses décisions par une écoute attentive. Un État qui prend soin du citoyen et réalise ses attentes. C'est aussi un État qui combat la précarité, l'injustice sociale, les inégalités, l'insécurité, l'iniquité et la vulnérabilité. Le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous, c'est également un pays de grande prospérité, d'une réelle inclusion et d'une forte cohésion sociale. Un pays où l'on produit des richesses, plus de richesses, et où règne une forte solidarité envers les moins favorisés, notamment les jeunes et les femmes. C'est cette vision du plan Sénégal émergent qui a été et qui demeure la feuille de route du gouvernement que j'ai l'honneur de conduire avec d'autant plus de détermination et d'engagement qu'elle a été plébiscitée par une forte majorité de nos compatriotes le 30 juillet 2017 lors des dernières élections législatives. Monsieur le Président, honorables députés, je le disais tantôt, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous, c'est d'abord un pays, le nôtre, où tous les citoyens bénéficient des mêmes chances et des mêmes opportunités de promotion sociale, en particulier grâce à l'accès démocratique à la connaissance. Et c'est là où l'éducation et la formation, en tant que facteur clé du changement dans tous les domaines, restent déterminantes. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'option du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour une école pour tous, cette école de la réussite, cette école viable, stable et pacifiée que nous voulons, qui promeut la qualité et qui est davantage orientée vers l'enseignement des sciences, du numérique et des technologies. C'est là le rationnel de notre engagement à consentir des efforts importants, toujours plus importants, en termes d'investissement et de réformes structurantes pour les secteurs de l'éducation et de la formation. Déjà entre 2012 et 2016, au-delà des programmes de réhabilitation, le gouvernement a investi environ 132 milliards 600 millions pour construire et équiper 9 538 salles de classe, 333 écoles élémentaires, 162 collèges de proximité, 21 lycées, 20 blocs scientifiques et technologiques et 12 daras modernes. Concomitamment à cette expansion importante de la carte scolaire, les effectifs de personnel enseignant se sont accrus de 7 481 enseignants dans le secteur public de l'éducation. Des mesures spécifiques ont été prises pour renforcer la formation initiale, relever le niveau académique des recrutements et développer la formation continue. Plusieurs actions ont aussi été menées pour la correction des disparités régionales par la construction et l'équipement de 200 nouvelles écoles élémentaires dans les 25 départements les moins scolarisés de notre pays et la construction de 49 collèges clés en main au niveau des zones frontalières. Plus de 8 200 000 manuels et livrets d'activités de français, de mathématiques et d'éducation aux sciences et à la vie sociale ont été distribués gratuitement aux élèves de l'élémentaire, représentant un coût de 10 milliards de francs CFA, soit un effort sans précédent dans notre pays. À cela s'ajoute la mise à disposition d'outils numériques en mathématiques, sciences physiques et philosophie pour les classes de terminale dans 240 lycées du pays,
la mise en place de projets d'établissement orientés vers les mathématiques et les sciences dans 300 collèges d'enseignement moyen, les CR, l'augmentation des heures hebdomadaires en mathématiques, sciences physiques et sciences de la vie et de la terre. D'ici 2019, plus de 221 milliards de francs CFA en ressources additionnelles seront consentis par l'État pour l'élargissement des capacités d'accueil, l'extension de la carte éducative et l'amélioration des conditions de travail et d'apprentissage. Cet investissement servira à la réalisation de 6 369 salles de classe et 4 229 blocs administratifs, de 2 498 blocs d'hygiène dans le cadre du programme national de résorption des abris provisoires dans les établissements d'enseignement élémentaire, moyen et secondaire général que le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, vient d'initier. Il permettra aussi la construction et l'équipement de 99 nouvelles écoles élémentaires, 45 nouveaux collèges, 14 nouveaux lycées, ainsi que la réhabilitation et l'équipement de 263 écoles élémentaires, de 97 collèges et de 6 lycées, et d'ouvrages annexes, points d'eau, blocs d'hygiène et administratifs, etc. Conformément aux engagements pris par le gouvernement lors des conseils des ministres décentralisés, nous avons déjà entamé la construction de 6 lycées d'enseignement général à Grand Yoff, Ngor, Yoff, Sangalkam, Tivaouane Peulh et Pikine Dagoudane, de même que la réhabilitation des lycées de la région de Dakar. L'état d'exécution du projet d'appui à la modernisation des DARA d'un coût de 10,3 milliards de francs CFA est déjà très satisfaisant. En effet, tous les 64 DARA ciblés seront livrés entre février et octobre 2018. Le curriculum de formation est en train d'être testé dans 10 DARA depuis 6 mois avec 18 731 enfants enrôlés. Le programme d'investissement du secteur de l'éducation prend également en compte différents projets portant sur la promotion de la lecture, y compris dans les langues nationales, la protection des enfants en milieu scolaire, la dotation en support pédagogique et didactique des écoles. Le programme d'investissement garantira l'amélioration des conditions d'accueil et d'apprentissage dans les disciplines fondamentales que sont le français, les mathématiques et les sciences, le renforcement des compétences des enseignants et l'amélioration de l'accès aux manuels scolaires. Monsieur le Président, honorables députés, c'est aussi par une offre de formation professionnelle mieux orientée vers les besoins du marché du travail que nous renforcerons la compétitivité et les performances de l'économie sénégalaise et en même temps l'employabilité des jeunes sur la voie de ce Sénégal de tous, ce Sénégal pour tous. Le gouvernement en a pris toute la mesure et c'est pourquoi, d'ici 2020, d'importants projets seront mis en œuvre pour renforcer l'accès équitable à la formation professionnelle et à des enseignements et apprentissages de qualité, à travers notamment la réhabilitation de l'ensemble des lycées techniques du pays, ainsi que la finalisation de 2 nouveaux lycées professionnels, ceux de Fatick et Sandiara en 2018. La mise en place de 3 clusters de formation professionnelle dans les domaines de l'horticulture, de l'aviculture et du tourisme pour un montant global de 19 milliards. Le démarrage de la construction de 8 centres de formation professionnelle dans les localités de Porokhan, Nabadji Siwol, Mumba, Ngourane, Foundiougne, Goudomp, Ndangalma, Koungheul, Medina Gounass, Kempieng, Ndouloumadji, Aéré Lao et Sokone à travers le fonds de la CFCE, la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, pour un volume de 4 milliards de francs CFA. La construction d'un centre de formation au métier de la foresterie à Bunkiling, d'un centre orienté vers les métiers industriels à Sédhiou
et d'un centre de formation au métier de l'agriculture et de l'élevage à Goudiri pour un coût prévisionnel de 2,5 milliards de francs CFA. Pour sa part, l'Office national de formation professionnelle, l'ONFP, envisage de former 2000 jeunes dans les métiers du pétrole et du gaz, ainsi que 2000 autres ouvriers meuniers. Dans le cadre des programmes d'apprentissage, 4068 apprentis et 814 maîtres seront également pris en charge. D'ici 2030, 3500 jeunes bénéficieront de formations dans les domaines de l'horticulture, de l'aviculture et du tourisme, et 10 000 autres pourront accéder à des certificats de spécialité à travers le FPEC, le projet de formation professionnelle pour l'emploi et la compétitivité. Quant au 3FPT, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, il s'est fixé une cible de 6 000 bénéficiaires pour la formation du personnel des entreprises et de 8 300 autres bénéficiaires concernant les demandeurs individuels, et ceci d'ici 2019. En étroite collaboration avec le secteur privé, plus de 10 000 jeunes recevront des formations dans le cadre du modèle de formation dual école-entreprise, financé là également à travers la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, à côté d'autres initiatives développées avec le secteur privé. Ces efforts seront accompagnés de la finalisation avant fin 2019 des centres sectoriels de formation professionnelle au métier de la mécanique, des poids lourds, de l'automobile, du machinisme agricole de Diama et de la maîtrise énergétique, réalisés en parfaite synergie, là également avec le secteur privé national. Au total, plus de 81 milliards de francs CFA se sont consacrés d'ici 2020 au renforcement de l'employabilité des jeunes, à leur insertion professionnelle, ainsi qu'au renforcement de l'offre d'infrastructures de formation professionnelle. Ces efforts renseignent sur l'option vigoureuse qui a été prise par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, pour mieux préparer la jeunesse sénégalaise aux réalités du marché du travail. Monsieur le Président, honorables députés, à l'image du secteur de la formation professionnelle, l'enseignement supérieur sera aussi davantage orienté vers des filières professionnelles spécialisées, vers les sciences et techniques, délivrant des enseignements plus centrés sur les réalités des terroirs et les besoins de l'économie. Notre pays a besoin de demeurer une référence avec un enseignement supérieur d'excellence, plus ouvert sur le monde, offrant un encadrement pédagogique de qualité, notamment dans les domaines de pointe. À cet effet, un vaste programme d'extension et de renforcement des capacités des universités de Dakar, Thiès, Saint-Louis, Diourbel et Ziguinchor est déjà engagé avec la construction de nouveaux amphithéâtres, de laboratoires et d'équipements pédagogiques. Aujourd'hui, 5 instituts supérieurs de formation professionnelle, les fameux ISEP, sont en cours de construction sur les 14 prévus. Et ceux qui sont en cours de construction le sont à Bignona, Diamniadio, Matam, Richard Toll et Thiès. Ces investissements sont accompagnés d'un programme de construction de 30 000 lits, 30 000 nouveaux lits en résidence universitaire, dont ainsi que des restaurants pour les étudiants et des logements pour les professeurs. Désormais, les technologies de l'information et de la communication sont mieux intégrées dans le système d'enseignement à travers l'interconnexion des universités, la création de l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal, avec la construction de 16 espaces numériques ouverts, les fameux ENO, en cours de finalisation, et 4 autres dont les travaux sont en voie de démarrage, et ainsi que la mise à disposition d'ordinateurs portables pour 47 100 étudiants sénégalais. Aussi, la Cité du Savoir prend-elle forme à Diamniadio par le démarrage de la Maison des Sciences
doté d'un planétarium avec des espaces de démonstration pour la promotion de la culture scientifique, de même que la construction de 100 nouveaux laboratoires pour améliorer les conditions d'apprentissage. En définitive, c'est un montant de 434 milliards de francs CFA qui est injecté dans le sous-secteur entre 2012 et 2019, constituant ainsi plus du double de tout ce qui a été fait dans l'enseignement supérieur de 1960, date de notre indépendance, à 2012. Aussi, depuis la réforme, la loi cadre, les conseils, la loi d'orientation, les conseils d'administration des universités et écoles supérieures sont aujourd'hui ouverts au secteur privé et des évaluations annuelles sont établies sur la base de contrats de performance. Pour donner un nouvel élan à la recherche, le Sénégal est en train d'acquérir des équipements scientifiques lourds, mutualisés entre toutes les institutions universitaires et de recherche du pays. C'est le cas du supercalculateur que l'État vient d'acquérir et qui sera installé à Diamniadio. Un grand penseur disait au début du 19e siècle que les hommes naissent tous à peu près avec les mêmes facultés et les mêmes penchants. L'éducation seule fait la différence de nos vertus et de nos talents, et il avait bien raison, car c'est l'éducation qui fait éclore les talents. Nous préparons ainsi notre jeunesse à prendre demain le relais par le savoir et la connaissance, par ses capacités et ses talents, grâce à l'école et à l'innovation qui demeurent de haute priorité du plan Sénégal émergent. Afin de stimuler davantage l'éclosion des talents et la création d'emplois, des centres d'initiative pour l'emploi et l'entrepreneuriat local, les CIEL ou missions locales, seront créés au sein des départements administratifs pour contribuer à l'effort national de création d'emplois. Les centres de Dagana, Thiès et Ziguinchor seront fonctionnels dès 2018. Suivront ceux de Kaolack, de Dakar et de Sédhiou. Cette démarche vise à développer une plus grande proximité entre les services de l'emploi et leurs cibles. La Convention nationale État-employeur de 3e génération sera finalisée pour permettre l'insertion de 2000 demandeurs d'emploi. Des pépinières d'entreprises et incubateurs de petites et moyennes entreprises seront installés dans toutes les régions, en particulier à côté des centres universitaires, écoles supérieures et centres de formation. Ils seront accompagnés de mécanismes de financement sous la forme de bourses pour l'insertion professionnelle, pour offrir un accompagnement financier, matériel et un appui conseil afin de soutenir les initiatives des jeunes diplômés porteurs de projets. L'État démarrera la mise en place de centres multimédia offrant des formations ciblées dans les métiers du numérique, mais également des plateformes de développement et de démonstration d'applications. En plus de la mise en œuvre, de la mise à disposition de ces infrastructures, l'État offrira un appui financier pour la promotion des meilleurs projets. Des programmes à haute intensité de main-d'œuvre seront également développés dans le cadre de la réalisation de l'entretien et de la maintenance des infrastructures et équipements réalisés à travers les programmes phares du plan Sénégal émergent, qui sont le PUMA, le PUDC et Promoville, comme en ce qui concerne le cantonnage manuel des routes et des pistes. Ces programmes cibleront à chaque fois les jeunes sans emploi dans les localités concernées, qui bénéficieront de formations courtes pour obtenir une qualification. Un programme d'appui au développement local et à l'employabilité destiné aux zones de départ de migrants a déjà démarré avec le bureau de mise à niveau et l'agence de développement et d'encadrement de la petite et moyenne entreprise, l'ADPME. Ce programme vise la promotion de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes en proposant une mise à niveau d'entreprises dans les secteurs à fort potentiel, tout en professionnalisant la main-d'œuvre employable dans ces filières ciblées
au sein de 3 régions choisies dans le sud, le nord et le sud-est. Ce programme est d'un coût de 7,7 milliards et il sera exécuté sur la période, il est exécuté sur la période 2017-2020. Ces différentes interventions seront capitalisées avec ceux en cours avec l'ANPEJ et l'ADPME en matière de financement des porteurs de projets et de promotion de la petite et moyenne entreprise. Dans le cadre de la lutte contre les inégalités dans l'accès aux opportunités économiques, une enveloppe de 8 milliards a été injectée sur la période 2012-2016 pour le financement déjà de 7 592 projets portés par des femmes dans les secteurs de la transformation de produits agricoles, halieutiques et artisanaux, du commerce et de l'agriculture. Parallèlement, plus de 25 000 femmes ont déjà bénéficié de formations dans les chaînes de valeur et 13 000 unités de matériel d'allègement de travaux et d'équipements post-récolte ont été distribuées. Cet effort sera poursuivi en 2018, année sociale, à travers la seconde phase du projet d'alphabétisation et d'apprentissage lutte contre la pauvreté, le PALAM 2, d'un coût de 13,7 milliards de francs CFA, destiné à développer 200 micro-entreprises au bénéfice de 5 000 femmes, ainsi que l'encadrement de 2 000 jeunes. Le PALAM 2, je disais, d'un coût de 13,7 milliards destiné à développer 200 micro-entreprises au bénéfice de 5 000 femmes, ainsi que l'encadrement de 2 000 jeunes adultes qui bénéficieront de formations qualifiantes et de crédits pour leurs activités. Le projet de microfinance islamique d'un montant de 47 milliards accordera des financements additionnels aux femmes à partir de lignes de crédit dédiées pour leurs activités génératrices de revenus. Ce projet vient renforcer les fonds destinés aux femmes à travers les projets d'impulsion de la microfinance et d'entrepreneuriat féminin, dotés chacun d'un budget d'1 milliard de francs CFA. Pour stimuler l'entrepreneuriat féminin, le financement des femmes et des organisations féminines sera renforcé à travers le Fonds pour l'entrepreneuriat rapide qui bénéficie d'une dotation annuelle de 30 milliards sur décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Macky Sall. Et ceci dès 2018. Le Fonds pour l'entrepreneuriat rapide se positionnera ainsi pour assurer le financement de toutes les initiatives entrepreneuriales orientées vers l'inclusion sociale et la création d'emplois en ciblant en particulier les jeunes et les femmes de ce pays, notre pays. Le gouvernement s'appuiera aussi sur la microfinance, puissant instrument d'inclusion financière et de promotion socio-économique pour soutenir davantage les activités créatrices d'emplois et de revenus. Il nous faudra soutenir les centaines de milliers de travailleurs du secteur informel, les micro-unités familiales, les groupements et travailleurs individuels impliqués dans la transformation des produits agricoles, des ressources halieutiques, la production agricole et pastorale, les différents corps de métiers de l'artisanat, le petit commerce, en somme, tous les exclus des systèmes financiers. À cet effet, un programme national d'inclusion financière pour les couches les plus vulnérables sera mis en œuvre pour un développement de produits et services adaptés aux besoins de ces cibles. L'offre de services des systèmes financiers décentralisés sera ainsi renforcée grâce à des mécanismes de financement et de refinancement à travers des lignes de crédit et de garantie provenant de ressources publiques. Pour conclure sur ce chapitre de l'inclusion, je constaterai avec vous que notre potentiel humain, résultant de la structure démographique de notre population, même s'il constitue encore une source de défis cruciaux à relever en termes d'emploi et de cohésion sociale pour la nation, constitue en même temps un précieux atout pour le développement. L'employabilité de nos ressources humaines restera l'un de nos plus grands défis pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et exploiter tout notre potentiel en matière de développement économique et social.
dotée des compétences requises et mise en présence d'opportunités adéquates, la jeunesse sénégalaise pourra permettre à notre pays de se placer sur une trajectoire de croissance encore plus soutenue. Elle en a l'énergie, cette jeunesse sénégalaise, elle en a l'énergie, le talent et la créativité. C'est aussi à travers le sport, cette haute école de la vie, véritable facteur de promotion économique et sociale, que s'exprime le talent des jeunes Sénégalaises et des jeunes Sénégalais. Par leur performance dans les luttes continentales et internationales, notre jeunesse, nos sportifs, toutes disciplines confondues, contribuent au rayonnement de notre pays sur la scène internationale. Nous leur exprimons notre plus grande fierté et toute la reconnaissance du peuple sénégalais. À travers leur qualification à la prochaine Coupe du Monde de football prévue en Russie, au terme d'un brillant parcours, nos Lions ont traduit de manière éloquente notre ambition d'un Sénégal qui gagne. C'est dans cette perspective que l'État a décidé de renforcer sa politique de maillage du territoire en infrastructures sportives de proximité et de mise aux normes des stades régionaux. À cet effet, le programme de réalisation des stades régionaux de Kaffrine, Kédougou et Sédhiou sera achevé avant 2020, de même que la réhabilitation des différents stades entamés à Dakar et dans les régions. Notre pays entraînera avant fin 2019 son arène nationale de lutte et le palais des sports de Diamniadio, le Dakar Arena. Véritable complexe sportif ultramoderne et multifonctionnel. Un accent particulier sera mis sur la promotion du sport scolaire et universitaire et sur la promotion de toutes les disciplines sportives sur l'ensemble du territoire. Le nouveau code du sport sera adopté. Et des conventions d'objectifs seront signées avec les fédérations nationales sportives d'ici à 2019. Monsieur le Président, honorables députés, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous, c'est aussi la correction des déséquilibres territoriaux et le rattrapage infrastructurel qui ont démarré avec le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, Promobile et le PUMA, le programme que le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a dédié à la modernisation des territoires et axes frontaliers. Ces programmes sont d'inclusion sociale dans leur essence. Ils sont conçus pour éliminer les disparités spatiales et garantir une égalité de chances et de conditions décentes pour tous. Ces programmes constituent des demandes fortes des populations. Ils sont exécutés dans une complémentarité et une parfaite synergie avec les programmes sectoriels dont ils contribuent à accélérer l'atteinte des objectifs. Ils sont l'expression d'une forte volonté de garantir une égalité des chances et des conditions de vie décentes à tous. Le PUDC a fini de donner un nouveau visage au monde rural en y recréant l'espoir. Des centaines de localités, longtemps confinées dans l'obscurité, l'enclavement, souffrant de déficits en infrastructures socio-économiques, des conditions de travail pénibles pour nos sœurs, les femmes sénégalaises, se découvrent, ces centaines de localités se découvrent avec le PUDC de nouvelles opportunités au plan économique et social. Avec le PUDC, près de 1000 km de pistes sont en train d'être finalisées, dont 600 sont déjà achevés, permettant le désenclavement de 552 villages de notre pays, impactant directement la vie de 380 000 personnes. Près de 229 forages déjà fonctionnels, 91 châteaux d'eau sur 153 prévus et 104 systèmes d'adduction d'eau ont permis à 499 villages, disons 500 villages sénégalais, d'avoir accès à l'eau potable
pour couvrir les besoins de 200 000 personnes dans toutes les régions, avec à la clé plus de 1600 emplois directs créés. L'électrification de 466 villages est engagée et 34 centrales solaires photovoltaïques sont déjà installées pour une puissance totale de 730 kVA avec 526 emplois générés. Sur 5079 équipements post-récolte prévus, 3401 ont déjà été livrés aux femmes organisées en comité de gestion dans 2500 villages, permettant la création de 1200 emplois durables, toujours avec le PUDC. Ce programme sera renforcé avec l'acquisition de 1000 unités nouvelles de transformation post-récolte qui sont déjà acquis. Ces différents résultats ont été obtenus grâce à la mise en place d'une enveloppe décidée par le président de la République, le président Macky Sall, de 120 milliards de nos francs, donc des francs CFA, entièrement financés par l'État du Sénégal. Programme qui se pose en modèle de développement inclusif et solidaire, qui inspire d'ailleurs plusieurs pays du continent. Le PUDC sera consolidé dans le cadre d'une nouvelle phase pour un financement additionnel de 300 milliards de francs CFA, dont 112 milliards provenant de nos partenaires techniques et financiers. S'agissant de Promoville, réalisé en synergie et en cohérence avec le PUDC, il ambitionne de contribuer à une amélioration durable du cadre de vie en milieu urbain. Ces actions sont centrées sur une densification de la voirie, le développement de systèmes d'assainissement des eaux usées et pluviales et la réalisation d'aménagements paysagers qui valorisent le patrimoine des localités et le cadre de vie des populations, en complément du programme Ville verte exécuté directement par le gouvernement. La phase pilote de Promoville a démarré avec un programme d'investissement de 74 milliards de francs CFA, encore décidé par le chef de l'État, pour la réalisation dans 13 villes de 103 km de voirie, y compris le drainage des eaux pluviales, l'éclairage public pour davantage de sécurité et les aménagements paysagers. Ces réalisations seront poursuivies avec la première phase du programme d'un montant de 89 milliards qui démarre en fin 2017, nous y sommes, à Dakar et dans 10 autres capitales régionales. La phase 2 du programme d'un montant de 84 milliards additionnels qui démarre en 2018 a comme objectif la réalisation complémentaire de 63 km de linéaires de voirie assainie et éclairée, ainsi que des aménagements paysagers dans la région de Dakar. Elle prendra en compte le reprofilage et la couverture du canal ouest de Rufisque, l'aménagement du bassin versant de Yeumbeul et Malika et la construction d'une digue route des disparités territoriales. Le PUMA est spécifiquement dédié à la modernisation des axes et territoires frontaliers, à l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Il intervient dans 10 régions avec pour objectif le désenclavement routier, fluvial, maritime, téléphonique et numérique des zones et populations frontalières, mais également le développement durable des dites zones par la réalisation d'infrastructures sécuritaires, d'équipements sociaux de base et d'activités génératrices de revenus. Le programme d'action est relatif est aujourd'hui évalué en 593 milliards de francs CFA sur un horizon de 9 ans, avec une première phase triennale de 222 milliards de francs CFA qui a démarré en cette fin d'année 2017. Le PUDC, Promoville et le PUMA contribueront ainsi à conforter les bases pour le développement de territoires viables consacrés par l'acte 3 de la décentralisation, autre réforme phare du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Ces programmes sont en train de créer de nouvelles dynamiques territoriales qui seront d'autant plus fortes que le processus de territorialisation des politiques publiques sera accéléré. Et c'est cela
toute la philosophie de l'inclusion sociale par les territoires pour un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Monsieur le Président, honorables députés, l'inclusion, ce Sénégal de tous, ce Sénégal pour tous, c'est aussi des mesures de politique sociale fortes qui garantissent l'accès aux services essentiels de santé, au logement, à l'eau, à l'assainissement et à un cadre de vie sain. L'amélioration de l'offre de services de santé et d'action sociale est devenue une réalité dans notre pays. Le maillage du territoire en infrastructures sanitaires et sociales s'est renforcé avec l'ouverture des hôpitaux de Diamniadio, Matam, Fatick, Dalal Jamm et Ziguinchor, de 10 nouveaux centres de santé dans les villes de l'intérieur, à Makacouli-Bantan, Saraya, Dianké-Maha, Médina Gounass, Kidira, Koumpentoum, Pété, Samine, Goudomp et Niakhar et de plusieurs autres postes de santé. La mise en service de 8 nouveaux centres de dialyse sur l'ensemble du territoire consacre définitivement la décentralisation de la prise en charge des insuffisants rénaux. Parallèlement à l'élargissement de l'offre, le plateau technique a été relevé sur l'ensemble du territoire avec l'acquisition de 16 scanners, 14 appareils de mammographie, 35 tables de radiologie numérique, 50 appareils d'échographie, 10 générateurs de production en oxygène dans le cadre de l'autonomisation des hôpitaux et de 3 appareils de radiothérapie en cours d'installation. Le système sanitaire s'est aussi renforcé avec l'acquisition de 4 camions hôpitaux et de 327 ambulances depuis 2012. Le gouvernement a aussi procédé depuis 2015 à un recrutement de 2000 professionnels de santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, confortant les efforts consentis en matière de renforcement des effectifs depuis 2012. Les initiatives Djeguesina et Yexina, lancées en 2015 et 2016, ont permis de réduire le taux de rupture des médicaments et produits médicaux et de procéder en même temps à une réduction de 66% du coût des médicaments anticancéreux. Pour assurer un accès équitable à des soins de qualité, il est prévu dans les 4 prochaines années la construction de 267 postes de santé additionnels, 22 centres de santé, 3 hôpitaux de niveau 2 à Kaffrine, Sédhiou, Kédougou et d'un hôpital de niveau 3 à Touba, dont les travaux ont démarré, d'un centre national du cancer à Diamniadio et d'un centre de traitement des brûlés à l'hôpital de Fann. L'élargissement de l'offre et le relèvement des plateaux techniques se traduiront par une meilleure prise en charge des malades, notamment les malades qui sont en situation d'urgence. Cet effort d'investissement sera combiné à un programme de renforcement des effectifs de personnel médical et paramédical. Les profits et les effectifs de personnel sont d'ailleurs déjà identifiés. Dans le cadre des initiatives de gratuité des soins, 7,2 millions de cas d'enfants de moins de 5 ans, plus de 314 000 cas de personnes âgées de 60 ans et plus de 45 000 femmes enceintes ont déjà été prises en charge. La santé de la mère et de l'enfant demeure une priorité pour une réduction des niveaux de mortalité maternelle et infanto-juvénile, le renforcement de la couverture vaccinale et l'amélioration de la situation nutritionnelle des enfants. S'agissant de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles, les efforts en cours permettront de consolider et d'élargir la zone de pré-élimination du paludisme et de réduire encore plus l'incidence du VIH-Sida, jusqu'ici maintenue à des niveaux faibles dans notre pays. Par ailleurs, pour ce qui concerne les programmes de filets sociaux, 20 547 personnes identifiées comme vulnérables ont déjà bénéficié d'appui dans le cadre de programmes d'autonomisation. À travers la couverture maladie universelle, 2,5 millions de personnes enrôlées, dont 2,3 millions bénéficient des prestations offertes au niveau de 575 mutuelles.
Ces prestations seront étendues en milieu scolaire avec la CMU élèves et au sein des DARA. Les mutuelles de santé seront davantage professionnalisées pour plus de transparence et célérité dans le traitement des dossiers et de redevabilité dans la gestion des ressources qui leur sont allouées. Mesure sociale forte du mandat actuel du président de la République. La bourse de sécurité familiale bénéficie aujourd'hui à 300 000 ménages et la cible fixée à 250 000 bénéficiaires pour 2017 est déjà atteinte depuis 2 ans. Toutefois, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a décidé d'amplifier le programme pour le porter à 400 000 ménages pour 2018, pour aider davantage les familles et leurs enfants à bénéficier d'une couverture sanitaire adéquate et d'une bonne éducation pour sortir du cycle de la pauvreté. Des conventions ont été signées avec des partenaires et des projets de développement pour accélérer l'autonomisation des bénéficiaires en leur permettant de développer des activités génératrices de revenus. Pour assurer un meilleur ciblage des interventions dans le cadre des filets sociaux, un registre national unifié a déjà été mis en place, le RNU, afin de permettre aux ménages les plus vulnérables d'accéder de façon équitable et transparente aux prestations. À travers ce registre, notre objectif à court terme est de bâtir un socle de protection sociale performant, permettant des interventions ciblées de prise en charge des groupes vulnérables dans notre pays. Le gouvernement poursuivra la lutte contre toutes les formes de maltraitance, de négligence, d'abus, d'exploitation et de violence que subissent les enfants sénégalais, leurs familles et leurs communautés. Les personnes vivant avec un handicap retiennent également notre attention et toute notre attention. Aujourd'hui, avec 45 503 cartes d'égalité des chances instituées par le chef de l'État, ont été distribuées déjà 45 503 cartes d'égalité des chances permettant à leurs attributaires de bénéficier d'une prise en charge gratuite dans les structures de santé publique et les centres de réadaptation fonctionnelle. L'offre de services d'action sociale sera renforcée avec la construction prochaine d'un centre national de réinsertion sociale dans le cadre du programme triennal d'investissement public et de 9 centres de promotion et de réinsertion sociale additionnels. Je tiendrai d'ailleurs, dès le début de l'année 2018, un comité interministériel, le premier, Inch'Allah, qui sera consacré au mécanisme d'application de la loi d'orientation sociale destinée à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. En ce qui concerne les personnes du troisième âge, en plus du plan Sésame, des efforts substantiels ont été consentis avec l'augmentation de 40% des pensions de retraite, la mensualisation des pensions et l'exonération des impôts et taxes sur les activités de l'IPRES pour renforcer sa viabilité et sa capacité à mieux soutenir les retraités. Toutefois, nous estimons devoir encore faire plus pour les retraités. En conséquence, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a décidé de la modernisation des régimes de retraite, aussi bien pour les allocataires de l'IPRES que ceux du Fonds national de retraite, le FNR. Avant fin 2018, sera instituée dans notre pays, pour la première fois, une pension minimale de retraite d'au moins égale à 98% du SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Le chef de l'État l'a déjà annoncé. En outre, la réforme du Code des pensions prendra également en compte la mise en place d'un régime complémentaire pour les non-cadres qui sont affiliés à l'IPRES. Seront également institués un régime complémentaire obligatoire pour les agents bénéficiant d'un régime indemnitaire particulier et un régime supplémentaire par capitalisation volontaire pour les agents ayant de réelles capacités contributives. Ces dernières ressources
seront confiés notamment à des fonds de pension privés. Avec la réforme, les allocataires du Fonds national de retraite vont également bénéficier d'une augmentation sur 4 ans de leur pension à raison de 10% l'an, au même titre que ceux de l'IPRES. Enfin, des régimes de retraite adaptés seront mis en place pour les travailleurs jusqu'ici exclus du système. Toutes ces mesures ont pour finalité d'améliorer les niveaux de pension et de préserver des travailleurs qui ont tout donné durant leur période active de toute forme de précarité auxquelles pourrait les exposer la faiblesse de leurs revenus. Préserver le citoyen de la précarité, c'est aussi lui garantir l'accès à un logement décent. En prenant l'option d'une politique de renouveau urbain, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a décidé d'engager le Sénégal dans une nouvelle dynamique de création de villes modernes. La loi d'orientation sur l'habitat définit aujourd'hui un cadre permettant au plus grand nombre de Sénégalais d'avoir accès à un logement. En effet, la loi d'orientation sur l'habitat prescrit aujourd'hui l'obtention d'un agrément, la signature d'une convention et le respect d'un cahier des charges pour l'accès des promoteurs au foncier. Cette contractualisation mettra un frein à la spéculation foncière, car permettant un suivi de l'atteinte des objectifs pour lesquels le foncier sénégalais est octroyé aux promoteurs immobiliers et aux coopératives d'habitat agréées. En outre, la loi assure la gratuité de l'accès au foncier pour les projets d'habitat comportant au moins 60% de logements sociaux. La prise en charge par l'État des aménagements primaires ainsi que des allègements fiscaux et douaniers. Ces efforts substantiels doivent contribuer à une baisse d'au moins d'un tiers des coûts des logements sociaux. L'implantation des pôles urbains répond au souci du gouvernement de relever de manière significative une offre de logements accessible à toutes les couches de la population. Elle correspond également à une volonté de créer de nouvelles cités offrant toutes les fonctionnalités, avec notamment une mixité avec des places d'affaires, des zones de production de biens et services, d'équipements administratifs et collectifs, d'espaces pour de grands événements culturels, sportifs, de rencontres internationales, d'infrastructures touristiques et de loisirs. Premier de ces pôles, Diamniadio est en pleine structuration, avec ses programmes de logement, ses infrastructures de connectivité, ses sphères ministérielles, son parc industriel, ses équipements sportifs, administratifs, commerciaux et hôteliers. Souvenons-nous qu'il y a à peine 3 ans, c'était encore la brousse à Diamniadio. Merci au président de la République. Il est appelé, Diamniadio, à devenir un pôle catalyseur pour le développement d'activités économiques et sociales et le moteur d'une demande accrue de biens et de services dans le cadre d'une urbanisation maîtrisée. Son plateau d'infrastructures sera rehaussé grâce à la proximité avec l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et au renforcement de sa connectivité avec la région de Dakar et le reste du pays. Les projets développés au sein des pôles génèrent aujourd'hui des milliers et des milliers d'emplois, contribuent à la structuration de l'économie, au renforcement du capital humain et au mieux-être des populations. La politique d'implantation des pôles s'étendra au lac Rose, à Deni Biramdao sur 1741 hectares, à Daga-Kholpa sur 2870 hectares, ainsi que dans les régions. En ce qui concerne Daga-Kholpa, une assiette foncière de 300 hectares sera mise en 2018 à la disposition des promoteurs immobiliers et des coopératives. Cet effort de création de pôles urbains est accompagné de programmes d'aménagement paysager à travers le programme Ville verte dont je parlais tantôt, et ceci sur l'ensemble du territoire national, pour assainir et améliorer davantage le cadre de vie des populations. Au titre des mesures sociales fortes qui ont marqué également le mandat
actuelle du président de la République, il faut aussi souligner la décision de haute portée historique du président Macky Sall de rendre gratuite la procédure de transformation des titres précaires en titres fonciers. C'est aussi cela, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Avec cette décision, des milliers de Sénégalais peuvent aujourd'hui bénéficier d'une sécurisation juridique de leurs titres d'occupation et de saisir toute opportunité de les valoriser. Des dispositions sont déjà prises pour accélérer la délivrance des dits titres aux ayants droit. Le renouveau urbain, c'est aussi la modernisation des cités religieuses qui bénéficient d'un programme de construction d'esplanades, d'amphithéâtres, de résidences fonctionnelles pour accueillir leurs hôtes. Ce programme se poursuit pour offrir à terme à toutes les grandes villes religieuses du pays, musulmanes comme chrétiennes, des cadres d'épanouissement conformes aux attentes des populations. Le logement décent impliquant la mise à disposition de services essentiels, le gouvernement s'inscrit dans une politique offensive pour faciliter l'accès à l'eau et à l'assainissement qui correspond à une attente forte des populations. Pour preuve, en milieu urbain, le taux d'accès à l'eau est aujourd'hui stabilisé à 98,5%, dont 89% par branchement particulier. La sécurisation de l'alimentation en eau potable de Dakar a nécessité la mobilisation de plus de 100 000 m3 jour dans le cadre d'un programme d'urgence pour un investissement global de 27 milliards qui a été engagé depuis 2015 et entièrement financé. Face à la croissance démographique de la ville de Dakar et sa périphérie, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre deux projets majeurs avec la construction d'une troisième usine de production d'eau potable à Keur Momar Sarr, KMS 3, et la réalisation d'une unité de dessalement d'eau de mer qui sera une première, bien entendu, dans notre pays. Ces projets prendront en compte l'extension des réseaux dans les zones non encore desservies avec la réalisation de 85 000 domiciliaires qui seront tous subventionnés. Les deux projets seront finalisés en 2020 pour un coût cumulé de 465 milliards de francs CFA et un volume d'eau additionnel de 300 000 m3 jour sera également disponible. C'est l'approvisionnement en eau de plus de 3,5 millions de personnes, des Sénégalais, nos compatriotes, qui est en jeu. Et c'est pourquoi le chef de l'État a consacré 465 milliards de francs CFA pour l'alimentation, sécuriser l'alimentation en eau de nos populations. En attendant la finalisation des 10 projets, une production de 60 000 m3 jour supplémentaires sera disponible pour la région de Dakar d'ici la fin 2018 à partir de nouveaux forages qui sont en cours de construction. En milieu rural, les opérations combinées du programme national de 300 forages lancé en 2013 et du volet hydraulique du PUDC ont permis déjà la réalisation de 368 forages, 13 stations de traitement, 200 châteaux d'eau et plus de 109 km de réseau dans plus de 500 villages au bénéfice de 1 million de nos compatriotes, faisant passer le taux d'accès à l'eau en milieu rural de 80% en 2011 à 90% en 2016. En même temps que la finalisation de ce programme, une nouvelle opération portant sur la réalisation de 250 forages additionnels est en cours pour 60 milliards de francs CFA d'investissement et qui devrait rapprocher le Sénégal du taux d'accès universel à l'eau potable dans un délai de 3 ans. Les perspectives du sous-secteur de l'assainissement sont tout aussi bonnes, avec la mobilisation d'un investissement de 272 milliards de francs CFA. Ces ressources sont destinées à la réalisation sur l'ensemble du territoire et dans toutes les grandes villes du pays
d'ouvrages de drainage des eaux usées et pluviales, à la densification des réseaux d'assainissement, à la réalisation également de stations d'épuration. L'impact attendu est de permettre à plus de 312 000 ménages sénégalais d'avoir accès à des systèmes d'assainissement adéquats. Un programme de 100 000 latrines familiales serait réalisé à partir de 2018 au profit des populations et communes rurales. Ces programmes d'assainissement prendront également en charge la restructuration de quartiers de la banlieue confrontés de manière récurrente à des risques d'inondation. Les impacts négatifs des changements climatiques sur l'environnement seront aussi mieux pris en charge à travers des programmes ciblés de lutte contre l'érosion côtière, de renforcement de la protection des ressources forestières et d'intensification des actions de reboisement. Notre pays saisira toutes les opportunités offertes par la mobilisation des fonds verts climat pour le financement de tels programmes. Monsieur le Président, honorables députés, l'accès équitable des populations à un cadre de vie sain et aux services essentiels doit être une réalité sur l'ensemble du territoire. C'est tout le sens de l'acte 3 de la décentralisation, dont la première phase a été parachevée par l'adoption d'un nouveau Code général des collectivités locales qui consacre la communalisation intégrale, autrement dit, l'égale dignité des territoires. C'est aussi cela, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Aujourd'hui, nous nous acheminons vers de nouvelles perspectives avec la mise en place des pôles territoires. Cette phase est un nouveau jalon dans la territorialisation des politiques publiques, avec l'adaptation des instruments de planification et des mécanismes de financement du développement territorial. La territorialisation des politiques publiques permet de corriger les disparités spatiales, de répondre à l'exigence de proximité et de prendre en compte les diversités et spécificités des espaces locaux. À terme, l'objectif de l'État est d'instaurer des politiques publiques adaptées, co-construites avec les acteurs locaux, je dis bien co-construites avec les acteurs locaux, articulées aux orientations politiques et sectorielles nationales, permettant de promouvoir une action publique plus cohérente, plus efficace et répondant mieux aux attentes des populations. Cette dynamique sera renforcée, sera accompagnée d'un repositionnement de l'État dans les territoires à travers une réforme de l'architecture organisationnelle des services déconcentrés de l'État et un renforcement de la déconcentration et de la décentralisation. Aussi, ce mouvement doit être accompagné par l'adaptation du dispositif d'incitation à l'investissement à travers la révision du Code des investissements pour promouvoir davantage l'activité économique dans les pôles de croissance. C'est ainsi que viable, capable de porter la l'économie sénégalaise va mieux. C'est pourquoi le gouvernement s'emploiera au quotidien avec la vigueur nécessaire à mettre en phase les politiques avec les contingences et les urgences
qu'elles soient nationales ou internationales, comme la gouvernance stratégique des ressources minières, pétrolières et gazières à venir, la recherche et l'innovation, le développement de l'économie numérique, le tourisme, le développement des infrastructures terrestres, portuaires et aéroportuaires, et dans le même temps, prendre en charge les priorités essentielles autour des leviers que sont la microfinance et l'économie solidaire, la promotion de l'emploi, de l'insertion professionnelle et de l'intensification de la main-d'œuvre, ainsi que la protection sociale. La volonté d'atteindre de tels objectifs est aujourd'hui portée par le PTIP 2018-2020, le programme triennal d'investissement public, est traduite dans le budget 2018 en cours d'examen. Cette volonté ira en s'amplifiant avec le prochain programme d'action prioritaire, le PAP 2019-2023 du plan Sénégal émergent. Entendez par PAP le programme d'action prioritaire du plan Sénégal émergent. La forte inclinaison de la vision du président de la République pour plus de justice sociale va franchir un nouveau cap avec la loi de finances 2018 que vous allez voter dans quelques jours et qui constitue le marqueur social du présent mandat du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Cette option fait suite aux efforts de rationalisation, de redressement et de consolidation de la période 2012-2017, marquée par un retour de la croissance à un niveau de plus de 6%. Et c'est cette prospérité retrouvée dans le respect de nos fondamentaux macroéconomiques qui nous autorise cette inclinaison sociale du plan Sénégal émergent. Dans la présente feuille de route du gouvernement, qui s'inscrit dans le sillage de celle de 2014 que je vous avais présentée ici même au sein de votre prestigieux hémicycle, je voudrais évoquer à présent quelques éléments de bilan tout en mettant l'accent sur les actions fortes engagées pour le court et le moyen terme afin de consolider et d'amplifier les performances économiques, notamment dans les secteurs moteurs de la croissance et qui sont en même temps créateurs d'emplois. Notre économie va mieux depuis 2012 et nous voilà dorénavant installés dans la dynamique de l'émergence. Cependant, ces performances, aussi louables soient-elles, sont loin d'être pour nous des motifs de satisfaction. Elles sont davantage pour nous des incitations à travailler plus pour encore plus de résultats pour le peuple sénégalais, notre peuple. C'est cet esprit conquérant qui nous permettra d'atteindre notre objectif de croissance et d'émergence à l'horizon 2035. La belle victoire de nos lions du football et leur qualification pour la Coupe du Monde Russie 2018 que j'évoquais tantôt sont des témoignages éloquents de ce que peuvent nous apporter, nous Sénégalais, la persévérance et le travail. Nous leur exprimons une fois de plus nos félicitations, car quand les jeunes réussissent, une nation construit sa confiance et sa propre réussite. Eux comme nous devons cependant comprendre que ces performances qui nous font franchir des pas décisifs en direction de la cour des grands exigent davantage de nous en nous imposant de redoubler d'efforts, de discipline et de patriotisme pour aller de l'avant. Pour notre part, nous nous y attellerons. 4 années de mise en œuvre du plan Sénégal émergent ont déjà permis à notre pays de restaurer les équilibres macroéconomiques, de mener des réformes pour un environnement des affaires plus compétitif et de consolider les investissements publics structurants, notamment dans l'agriculture, les infrastructures et l'énergie. Le taux de croissance du PIB a atteint 6,7% en 2016 contre 6,5% en 2015. Il est estimé aujourd'hui à 6,8% en 2017 et il est projeté à 7% pour 2018, une première dans l'histoire économique de notre pays qui n'a jamais affiché un taux de 6% sur 4 années consécutives. Mieux, en Afrique, la croissance est ressortie à 1,3% en 2016, à 2,7% en 2017
et elle est projetée à 3,5% en 2018. Ces performances valent à notre pays de figurer aujourd'hui parmi les 5 pays ayant les croissances économiques les plus fortes sur le continent. L'inflation est de contenue sur la barre des 2%, avec une réduction significative et continue du déficit budgétaire à 3,7% du PIB en 2017 contre 6,7% en 2011, grâce à des efforts soutenus de rationalisation des dépenses et de mobilisation des ressources internes. L'endettement reste maîtrisé grâce à une politique prudente, privilégiant les emprunts concessionnels et les prêts sur le marché financier ayant plus de longue maturité. Le service de la dette publique extérieure s'est établi en 2017, respectivement à 10,9% des ressources budgétaires et 9,1% des exportations de biens et services, confirmant la viabilité de la dette publique sénégalaise. En vérité, ces performances sont la résultante d'une nouvelle dynamique, impulsée à tous les secteurs de la vie économique et sociale. L'agriculture, un des leviers de notre économie, se situe sur une trajectoire ascendante et enregistre des performances inédites durant ces 3 dernières années. La production d'arachide, qui est passée de 527 000 tonnes en 2011 à 1 million de tonnes dès 2015, est attendue à plus de 1,4 million de tonnes en 2017, soit une hausse de 73% par rapport à la moyenne des 5 dernières années, un record depuis 40 ans. Cette situation est d'autant plus encourageante que le redressement de la filière arachidière s'accompagne de prix rémunérateurs pour les producteurs, d'opportunités renforcées vers l'exportation et de valorisation sur place, à la faveur du renforcement des capacités des unités industrielles d'huilerie installées qui ont atteint aujourd'hui 450 000 tonnes. La production de riz a atteint 1,015 million de tonnes en 2017 contre 405 000 tonnes en 2011, soit plus du doublement de la production en 5 ans, ce qui nous rapproche à 68% de notre objectif de production d'1,5 million de tonnes, et nous le ferons, Inch'Allah. Au même moment, les équipements de transformation se renforcent avec 12 huileries installées et 300 décortiqueuses d'une capacité de près de 500 000 tonnes. L'autosuffisance en oignons est dépassée depuis 2015 avec une production de 400 000 tonnes, alors que nos exportations de produits horticoles sont multipliées par presque 2 avec plus de 100 000 tonnes, en 2016 contre 51 000 tonnes en 2011. La valeur ajoutée du sous-secteur agricole est ainsi passée de 344 milliards de francs CFA en 2012 à 469 milliards de francs CFA en 2016. Ces résultats confirment la justesse de notre option résolue de construire une agriculture compétitive, diversifiée et durable, avec pour fonction principale de nourrir au mieux et durablement les Sénégalaises et les Sénégalais, de tirer profit des opportunités du commerce international et d'augmenter significativement les revenus des ruraux. C'est un signe que notre agriculture est sur une autre échelle de production, résultant d'une politique cohérente de soutien au développement de ces filières, avec une meilleure disponibilité des intrants, des engrais, des équipements et du matériel agricole. Depuis 2012, c'est plus de 302,5 milliards de francs CFA qui ont été investis dans le sous-secteur pour assurer la disponibilité des semences, des fertilisants et pour soutenir les prix aux producteurs. Le capital semencier d'arachide est passé de 6 000 tonnes en 2011, 6 000 tonnes, à 55 000 tonnes en 2016, alors que le riz, à la faveur de l'enrichissement de la carte végétale, se cultive aujourd'hui sur la quasi-totalité du territoire en hivernage avec des rendements améliorés. Plus de 78,3 milliards de francs CFA
ont été consentis pour l'acquisition d'équipements et de matériel agricole, notamment de 1370 tracteurs équipés de matériel de travail du sol, de semis, de récolte et de transformation, ainsi que 17 500 unités de petits matériels renouvelés chaque année depuis 2012, et cédés aux producteurs à des prix subventionnés à plus de 60%. Pour réduire la vulnérabilité de l'agriculture, plus de 142 milliards de francs CFA ont été investis pour la réalisation d'aménagements hydro-agricoles. En termes de perspective, au moins 35 500 hectares de terre seront aménagés dans les 4 prochaines années. Dans le cadre des programmes de modernisation et d'intensification agricole, 221 fermes natangées et 6 aires agricoles émergentes ont été réalisées avec plus de 16 240 emplois permanents et saisonniers créés pour les femmes et les jeunes. Ces réalisations seront amplifiées en 2018 avec des investissements de 16 063 milliards de francs CFA à travers les interventions de l'ANIDA, du projet Pôle de développement de la Casamance, le PPDC, du projet d'appui à l'emploi des jeunes et des femmes, qui projette la réalisation ensemble de 62 fermes. En outre, 12 domaines agricoles communautaires ont été créés avec 449, soit 450 groupements d'entrepreneurs agricoles GA actifs et 11 090 emplois directs créés dans toute la chaîne de production. Plus de 17 000 emplois additionnels sont prévus sur la période 2018-2019 avec le renforcement des infrastructures de production dans les DAC existants, la création de nouvelles unités autonomes d'exploitation, de centres de formation et l'extension des activités dans d'autres régions. Un financement de 12 milliards sera mobilisé à cet effet en 2018 et une enveloppe de 56,45 milliards de francs CFA sera consentie pour les 3 prochaines années dans les domaines agricoles communautaires. En outre, 4 nouveaux domaines agricoles communautaires seront réalisés dans les régions de Fatick, Kaffrine, à Boulel, Kolda, à Fafacourou et à Dodji dans la région de Louga à travers un financement de 47 milliards de francs CFA obtenu auprès de la Banque islamique de développement. Ce projet permettra de créer 30 000 emplois avec la mise en place de 348 groupements d'entrepreneurs agricoles, les GA. Il est attendu aussi la formation de 30 000 entrepreneurs dans le domaine de la production et de l'entrepreneuriat agricole. Ces investissements contribueront au renforcement des exportations de fruits et légumes, à la production du riz et à la création d'emplois durables et rémunérateurs pour la jeunesse. Le renforcement des aménagements hydro-agricoles et la poursuite des efforts en matière de subvention des intrants, des équipements et matériels agricoles permettront d'amplifier les résultats déjà obtenus avec un accent particulier sur la structuration des filières et le renforcement des processus de transformation de produits. Diverses stratégies sont également mises en œuvre pour faciliter la commercialisation des produits agricoles, le renforcement des infrastructures de stockage, la mise en place de plateformes et de mécanismes de contractualisation avec les commerçants, ainsi que la régulation des importations par des mesures périodiques de gel. Il faut aussi retenir qu'au titre de ces initiatives, la politique active de conquête des marchés à l'export et la promotion déjà engagée des produits agricoles dans les chaînes de distribution locales. À l'instar de l'agriculture, Monsieur le Président, honorables députés, l'élevage occupe une place centrale dans les performances du secteur primaire, avec une contribution de 5% au PIB. Ce sous-secteur détient des atouts essentiels. Il a une contribution déterminante en matière de sécurité alimentaire et d'amélioration des revenus monétaires d'une frange importante de la population sénégalaise. Le secteur a bénéficié d'importants investissements concernant la consolidation de la protection sanitaire et la santé animale, le renforcement de la résilience, la réalisation des infrastructures et équipements d'élevage
et de mise en place des produits, mise en marché des produits. Aujourd'hui, les enjeux pour le sous-secteur se situent au niveau de l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des filières, du renforcement des infrastructures de transformation, de conservation et de commercialisation, avec une meilleure intégration dans la filière industrielle. L'amélioration de la structuration des segments industriels et familiaux des filières lait, bétail-viande, aviculture et cuirs et peaux est aussi devenu un impératif. C'est là tout le sens des différents programmes d'investissement engagés pour maintenir le secteur dans une dynamique de croissance plus forte. Sur les 3 prochaines années, un accent particulier sera mis sur le renforcement du système national de surveillance épidémiologique, la poursuite de la lutte contre les maladies animales prioritaires, la construction et la réhabilitation d'abattoirs, avec notamment la construction de l'abattoir moderne et du marché à bétail de Diamniadio. Cette période sera également marquée par le renforcement des activités dans le cadre des projets de développement de la filière lait, de modernisation de toutes les filières animales, d'appui à l'aviculture familiale et de développement de l'élevage en Casamance, projet phare du plan Sénégal émergent. Diverses initiatives sont engagées pour accroître la compétitivité du lait local par le biais de l'insémination artificielle, l'acquisition d'animaux de race à haut potentiel laitier et l'amélioration de la productivité des races locales. Érigée en priorité, la question de l'autosuffisance en moutons fera l'objet d'une attention particulière, avec notamment l'installation de bergeries familiales, d'ateliers d'embouche ovine et d'une meilleure organisation de la chaîne de valeur ovin. Des actions ciblées seront développées pour améliorer durablement la productivité et la compétitivité des filières lait et petits ruminants, afin de contribuer à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Des initiatives fortes seront aussi prises pour la sécurisation de l'élevage pastoral, ainsi que la mise en place d'un plan d'aménagement pour une exploitation durable du ranch de Doli en pleine réhabilitation, avec actuellement l'érection d'un mur de clôture de 105 km, d'un forage et d'un château d'eau de 1000 m3, d'une piste de 82 km qui va désenclaver 57 villages et améliorer la mobilité de plus de 12 600 personnes. Monsieur le Président, honorables députés, la dynamique de croissance du secteur primaire est aussi portée par le sous-secteur de la pêche qui occupe la première place dans nos exportations en 2016. Avec près de 15% des recettes en 2016 et 3,2% de contribution au PIB, dans un contexte de hausse concomitante des débarquements de la pêche artisanale et de la pêche industrielle. Pour stimuler l'activité de la pêche artisanale, plus de 4000 moteurs de pirogue, ont été subventionnés pour 4 milliards de francs CFA sur décision de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, avec l'objectif d'atteindre 20 000 moteurs pour 20 milliards d'ici à fin 2019, en même temps que l'acquisition chaque année d'un stock de 20 000 gilets de sauvetage cédés à 2 500 francs CFA l'unité. Le secteur de la pêche, c'est aussi une filière de transformation industrielle et artisanale qui a bénéficié d'un relèvement appréciable de son potentiel de production. Au niveau des principaux pôles de pêche situés sur les 2 franges côtières, 7 nouveaux quais de pêche sont actuellement en construction, dont 4 déjà inaugurés, ainsi que 7 nouvelles aires de transformation des produits de la pêche artisanale pour les femmes, dont 4 sont en cours de finalisation. Ce programme sera complété par le renforcement de la chaîne de froid avec l'implantation de complexes et l'acquisition de camions frigorifiques pour améliorer les conditions de conservation des produits halieutiques et réduire les pertes post-capture.
Quant à la filière aquacole, elle se développe avec l'implantation de nouvelles fermes piscicoles qui contribuent à renforcer l'offre sur le marché avec des objectifs de production de 30 000 tonnes en 2018 et de 50 000 tonnes en 2023. Les bonnes performances en matière de croissance économique sont également, Monsieur le Président, le résultat du dynamisme des industries extractives. Monsieur le Président, honorables députés, grâce à son programme de relance et à la faveur de la réhabilitation de ces installations de production et de fourniture d'énergie, les industries chimiques du Sénégal, les ICS, sont parvenues à leur pleine capacité en 2016 avec une production de 1,67 million de tonnes de phosphate de chaux et 431 000 tonnes d'acide phosphorique. Les niveaux de production attendus pour 2017 sont respectivement de 1,8 million de tonnes de phosphate de chaux et de 500 000 tonnes d'acide phosphorique pour les ICS et en ce qui concerne Matam pour 1,2 million de tonnes de phosphate de chaux. Le renforcement de la production des mines de Matam et la mise en place et la mise en exploitation de celles des régions de Diourbel, Louga, Thiès et Kédougou augure de bonnes perspectives pour la filière phosphatière. La production prévisionnelle attendue des nouvelles unités dépasse les 3 millions de tonnes de phosphate et plus de 600 000 tonnes d'acide seront également produites. Les nouvelles découvertes de phosphate sont évaluées à plus de 120 millions de tonnes. Mieux, les nouveaux investissements dans cette filière intégreront les unités de production d'engrais. Avec un tel potentiel, le Sénégal, notre pays, est aujourd'hui bien positionné pour être parmi les 3 premiers producteurs mondiaux de phosphate et d'acide, conformément aux objectifs du plan Sénégal émergent, ce qui représente de nouvelles opportunités pour relever nos exportations ainsi que les recettes pour l'État et les collectivités locales qui hébergent ces mines. Le développement de la filière mine et fertilisant a l'avantage de drainer tout un écosystème de PME-PMI, contribuant à la création d'emplois et de revenus dans les zones d'exploitation. Le dynamisme de l'activité minière, c'est aussi la production d'or qui devrait augmenter significativement avec la consolidation de l'activité des mines existantes et le démarrage de 3 nouvelles mines d'un potentiel de 6 millions d'onces. Il en est de même pour le zircon, dont la production sur la Grande Côte a atteint 62 000 tonnes en 2016. Concernant le fer, en attendant une exploitation à grande échelle des mines, il est prévu dans le cadre du plan Sénégal émergent la réalisation d'une unité sidérurgique dans la région de Kédougou, pouvant produire 200 000 tonnes de fer et 2 millions de tonnes de fonte pour les besoins nationaux. Le ciment est aujourd'hui le 4e poste d'exportation du pays, avec une capacité installée de 8 millions de tonnes. Les cimenteries sénégalaises soutiennent le dynamisme du sous-secteur des BTP, en plus de contribuer à la création de valeur ajoutée et de satisfaire la demande pour l'exportation pour près de 3 millions de tonnes. Ce regain d'activité dans le secteur des mines s'est traduit par le doublement des recettes de l'État. Celles-ci sont passées de 45 milliards à la fin de 2012 à 107,4 milliards de francs CFA en 2016. Parallèlement, les emplois générés sont passés de 3 000 en 2012 à 8 000 en 2016. Fortement préoccupé par la prise en compte des intérêts des collectivités locales et des populations vivant dans les sites d'exploitation, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a décidé dans le nouveau code minier d'affecter 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe des sociétés minières à un fonds d'appui aux collectivités locales. En outre, 20% des recettes de l'État provenant des opérations minières seront versées à un fonds d'appui et de péréquation destiné aux mêmes collectivités locales. Un fonds de réhabilitation des sites miniers
alimenté par tous les titulaires de permis d'exploitation et dont les ressources sont calculées sur la base des études d'impact environnemental, est également mis en place. Cette rénovation du code minier participe d'un souci de rétablir plus d'équité dans le partage des retombées des exploitations minières. Le gouvernement, pour sa part, veillera à une correcte mise en œuvre de ces dispositions légales. C'est ce souci qui est aussi à la base de l'option du gouvernement et du président de la République pour un développement industriel inclusif et durable qui se traduira par l'élargissement de la base industrielle et le rééquilibrage progressif des implantations industrielles sur l'ensemble du territoire. Cette politique industrielle s'inscrit dans une volonté de positionner le Sénégal comme un hub logistique industriel régional à l'horizon 2035, avec une place de choix pour des PME-PMI compétitives, capables de contribuer au renforcement des capacités productives de notre pays et à la création de richesses et d'emplois décents et durables. En réalité, il s'agit de gagner le pari de l'innovation technologique et de la productivité en vue d'une compétitivité plus soutenue de l'économie. À cet effet, les actions de l'État seront orientées vers le soutien au développement d'une offre de produits industriels compétitifs et à haute valeur ajoutée pour satisfaire la demande nationale, mais également les marchés communautaires et internationaux. La politique industrielle accordera aussi une place de choix aux petites et moyennes entreprises, facteur clé de croissance économique, d'intégration sociale et puissant levier de lutte contre la pauvreté. Les PME-PMI représentent en effet 99% de nos unités économiques et 30% du produit intérieur brut. Elles occupent 60% de la population active et concentrent 42% du total des emplois du secteur moderne. C'est donc dire la place qui doit leur être accordée dans nos politiques et stratégies, notamment pour ce qui est de leur financement. Les PME-PMI bénéficieront davantage de l'accompagnement du dispositif constitué par le FONGIP, le Fonds de garantie des investissements prioritaires, la BND, Banque nationale pour le développement économique, et le Fonds 6, le Fonds souverain d'investissement stratégique. Ces trois structures ont déjà contribué au financement de 2155 PME-PMI, 2005 GIE, 12 projets dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, du logement, de l'industrie, des transports et de l'énergie, qui ont généré 35 000 emplois et permis plus de 313 milliards de francs CFA en financement ou en garantie. Notre dispositif de financement a aujourd'hui montré de réelles capacités permettant de relever le défi de l'appui aux PME-PMI, de l'inclusion financière et de la création d'emplois. Les capacités financières de ces trois structures seront rehaussées par un soutien de l'État. Le réseau Sénégal PME et le réseau Impact 2025, sous la coordination de l'Agence de développement et d'encadrement de la petite et moyenne entreprise, l'ADPME, permettra d'amplifier ces résultats avec la fourniture de services dédiés aux PME-PMI. Les PME devront également tirer meilleur profit du cadre de développement du crédit bail et de la mise en place des bureaux d'information sur le crédit. Un programme d'implantation de petites et moyennes industries et de développement d'unités de transformation des produits de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche a déjà démarré cette année. Son objectif est d'implanter 570 unités de transformation permettant la valorisation des potentialités locales des régions du Sénégal. Il est soutenu par un mécanisme innovant de financement par la BNDE avec une offre de garantie à hauteur de 70% par le FONGIP, l'octroi de prêts et un taux d'intérêt de 6,5% sur une durée de 5 ans. Le parc industriel de Diamniadio démarre ses activités avec 5 entreprises qui devront générer 3 000 emplois. La seconde phase du projet parc porte sur 40 hectares et sera également lancée en 2018-2019, notamment par le biais du partenariat public-privé. Un domaine industriel édifié sur le même site de Diamniadio accueille aujourd'hui 18 entreprises en pleine production.
Dans le cadre de l'aménagement de zones industrielles, des domaines et parcs industriels sont déjà implantés à Sandiara, à Sédhiou, à Fatick et à Saint-Louis, avec le complexe des femmes transformatrices de ressources halieutiques de Gokhumbath. Des hôtels d'industrie, espaces d'accueil de PME-PMI gérés par les communes sont également édifiés à Linguère, à Gossas, à Touba et à Matam. Ces diverses initiatives s'inscrivent dans un processus de structuration d'un tissu industriel local. Ces diverses initiatives s'inscrivent dans un processus de structuration d'un tissu industriel local devant favoriser la création d'emplois, la mise en place de plateformes de valorisation des ressources du terroir, ainsi que le renforcement de l'intégration de l'industrie locale pour la remontée des filières. Quant au sous-secteur de l'artisanat, vivier de petites entreprises, il bénéficiera aussi de la même attention. Au-delà de la mise à leur disposition d'espaces de production et d'exposition dédiés, elles seront mieux soutenues par les structures de financement dédiées à l'entrepreneuriat. Elles bénéficieront d'une meilleure promotion de leurs produits sur les marchés extérieurs et d'une plus forte implication dans l'exécution de la commande publique nationale. Monsieur le Président, honorables députés, la culture reste un des vecteurs de la cohésion nationale. En permettant l'expression harmonieuse des identités plurielles, elle est aussi un facteur de rayonnement international et de développement économique et social pour l'État, les artistes et pour toutes les populations. Le Sénégal peut se féliciter du dynamisme de la création artistique nationale, aussi bien dans les arts vivants que dans les arts visuels. Aussi, le gouvernement s'est-il engagé à renforcer la promotion de la culture en créant les conditions d'une meilleure structuration des filières et industries culturelles tout en préservant notre patrimoine matériel et immatériel. Ainsi, le budget du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, FOPICA, a été porté à 2 milliards de francs CFA sur décision de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, pour mieux soutenir les activités de production, d'exploitation et de promotion cinématographique et audiovisuelle. Un programme de réhabilitation et de valorisation des lieux de mémoire, édifices religieux anciens, sites et monuments historiques est également engagé sur l'ensemble du territoire, de même que l'implantation et la rénovation d'infrastructures culturelles. Le musée des civilisations, un de nos joyaux culturels, sera inauguré en 2018. Dans la même veine, un fonds de développement des cultures urbaines a été mis en place et le budget de la Biennale de l'art africain contemporain renforcé. La Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins et la Mutuelle nationale de santé des acteurs culturels participent quant à elles d'une volonté de garantir les droits des créateurs sur leurs produits et leur meilleure prise en charge sociale. Retenu comme un des leviers essentiels de la croissance économique et de la création d'emplois, Monsieur le Président, honorables députés, l'industrie touristique a entamé son redressement dans notre pays. Au cours de ces 3 dernières années, ce secteur a enregistré une hausse de 7% du nombre d'établissements entre 2014 et 2016, de 22% des capacités en lits et une hausse de 26% des recettes touristiques, passées de 342 milliards en 2014 à 430 milliards en 2016. Notre objectif est de consolider la progression observée auprès des marchés émetteurs à court et à moyen terme et d'annihiler la saisonnalité de l'activité touristique par une offre diversifiée et de qualité avec la mise en exergue de nouveaux produits. Notre cible est d'atteindre 1,5 million de touristes en 2018.
si l'on considère les performances actuelles qui découlent de mesures fortes relatives à la baisse des redevances aéroportuaires, à l'érection par le chef de l'État de la Casamance en zone touristique spéciale d'intérêt national et à la baisse de la TVA à 10% pour le secteur, en su de nos atouts en termes de stabilité politique. Le renforcement du réseau d'infrastructures aéroportuaires et terrestres, combiné à nos atouts au plan culturel et naturel, ainsi que notre positionnement géographique